merci de cette invitation aujourd'hui. Et puis, j'ai envie de dire surtout merci du travail fait pour mettre en place les SP, qui étaient quand même un pari un peu fou, sûrement pas arrivé à quai, mais enfin, le pari a été relevé et il y avait un fort risque que tout soit remis en cause à nouveau, et aujourd'hui, ça ne semble pas être le sujet des SP complètement universitaires. Aujourd'hui, ça ne fait plus débat. Donc, introduction très très brève, voire préalable, mais merci pour le fantastique travail fait pour réussir à construire ces SP dans un temps record et tout en continuant à faire ce qu'il y avait à faire pour former et recruter. Ce n'est pas les SP qui ont recruté, c'est le ministère, mais qui a quand même recruté, si je ne me trompe pas, 120 000 profs sur les 5 dernières années. Donc quand même un enseignant sur 5 aujourd'hui sur le terrain et un nouvel enseignant, si on veut bien dire que quand on a moins de 5 ans d'ancienneté, on est encore un nouvel enseignant. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Et donc dans ce préalable, je réponds en même temps en partie sur quel bilan on tire à l'UNSA de ces 4 premières années. C'est celui d'avoir réussi à relever le défi. Alors évidemment, il reste encore un certain nombre d'autres défis. Je ne veux pas être long pour laisser aussi la place à mes collègues. Je voudrais pointer des oubliés, parce que je ne voudrais pas qu'on les oublie, parce qu'ils sont essentiels pour notre système éducatif. Je pense qu'on a encore beaucoup à faire sur la formation avant concours, après concours, des professeurs de lycées professionnels, des champs professionnels. Voilà. Nous avons là encore un champ à défricher, me semble-t-il. Nous avons aujourd'hui dans notre pays un taux de chômage encore assez fort, un certain nombre de professionnels qui voudraient devenir enseignants, et finalement sur les concours de l'enseignement, dans la voie professionnelle, sur les champs professionnels, parce que ce ne sont pas les maths, on en parle moins médiatiquement, ce ne sont pas les mêmes nombres, mais en même temps, les concours de la voie professionnelle ne réussissent pas à remplir, parce qu'un certain nombre de professionnels, de gens dans les métiers, ne se lancent pas dans l'aventure de devenir enseignants, parce que nous n'avons aucun moyen institutionnellement de les accompagner à la préparation au concours. Donc voilà, je veux profiter de ce temps pour pointer des choses particulières. Je voulais pointer celle-ci. Là, ce premier temps de la table ronde, c'est plutôt formation initiale, et puis tout à l'heure, on parlera formation continue, et évidemment, on ne peut pas parler de tout en même temps, et notamment les SP se sont d'abord beaucoup concentrés sur la formation initiale. Je veux bien qu'on les aborde séparément, mais je ne voudrais pas qu'on les aborde de façon cloisonnée, parce que je pense que justement, une des richesses pas tout à fait encore complètement exploitées dans les SP, c'est la possibilité de complètement décloisonner formation initiale et formation continue, parce que les gens ne sont pas des modèles uniformes, uniques. On a des collègues en formation initiale et même avant le concours qui sont des gens qui ont déjà des compétences professionnelles. Et on a des gens qui ont déjà beaucoup de métiers qui, évidemment, attendent de pouvoir développer leurs compétences professionnelles. Et un seul mot, voilà, j'ai porté un focus sur lycée professionnel. Là, j'ai envie d'en porter un sur quel décloisonnement pourrions-nous faire. Dans les territoires, nous avons quand même le paradoxe d'organiser dans les SP des interventions de chercheurs à destination, par exemple, des professeurs stagiaires, qui ne sont pas tout à fait disponibles pour entendre cette intervention d'universitaires, parce que ça ne correspond pas toujours à l'immédiateté de leurs préoccupations. Et en même temps, l'institution n'invite pas l'ensemble des professeurs, là pour le coup en poste et pas très loin sur le territoire, à venir profiter et participer à cette présentation, communication d'un universitaire. Voilà, un exemple là aussi où je pense que l'on pourrait décloisonner, où on peut faire des évolutions
pas si complexe que ça et qui permettrait de continuer à cheminer vers ce qu'est la promesse des SP. Autre levier, à mon sens, de décloisonnement, nous tenons à la formation à la recherche par la recherche. Nous savons que nous avons du chemin à parcourir, notamment peut-être en particulier dans les mentions du premier degré et dans les antennes départementales des SP qui, il faut bien se le dire, sont quand même éloignées des centres universitaires et voilà, on n'est pas encore tout à fait là où on voudrait être. Mais autour de ce mémoire, nous avons donc quand même depuis 5 ans des professeurs stagiaires en cursus en 2e année de master MEF qui préparent un mémoire. Ils sont à mi-temps dans des écoles et dans des établissements scolaires. Demandons aux collègues de ces stagiaires-là dans les écoles et les établissements scolaires sur quoi porte le mémoire du stagiaire. Personne ne le sait. Donc ça veut bien dire qu'on rate des occasions de développement professionnel des collectifs de travail parce qu'on cloisonne, parce qu'on hiérarchise. C'est d'abord stagiaire, plus tard tu seras T1, T2, puis plus tard tu seras chevronné. Et donc on ne te parle pas en même temps aux mêmes choses, alors que pourtant on a des gens qui vivent ensemble avec les mêmes vrais élèves, qui ont des vraies situations professionnelles à résoudre, et qui ont, par ailleurs, autre volet, le besoin d'entretenir leur flamme professionnelle pour continuer à éprouver de la satisfaction et du plaisir à aller au travail. Et c'est l'autre entrée que je voulais avoir, la question du développement des compétences, des outils, des moyens, de résoudre les situations professionnelles auxquelles je suis confronté, ou d'aller vers des nouvelles fonctions et des nouveaux métiers, parce que j'en ai aussi besoin pour me ressourcer. C'est aussi tout ça, la question de la formation, du développement des compétences, et on pourrait sûrement gagner des progrès dans le décloisonnement, alors qu'on a aujourd'hui un fantastique outil que je sais particulièrement complexe, mais un fantastique outil qu'est l'ESP. Les questions étaient: quelle forme de dispositif serait à privilégier et comment entrer par les besoins en termes de compétences ou problématiques professionnelles, et a été posée la question de la diplomation. Quand on dit formation continue, on s'attaque à un grand bloc, et en plus tout à l'heure, moi j'ai commencé par dire qu'on avait sûrement besoin de décaler, de décloisonner formation initiale, formation continue, rentrer dans les concepts de développement des compétences, question de formation tout au long de la vie. Je voudrais faire proposer 2 entrées qui valent que ce qu'elles valent, mais au moins on peut... Voilà. Il nous semble qu'en termes de développement des compétences, il y a 2 entrées. Il y a celle où on a besoin de répondre à des nouveaux besoins dans la situation professionnelle. Alors, la formation continue doit plutôt prendre la forme d'une formation continue qui s'adresse au collectif de travail, et si possible qu'elle s'inscrive sur un temps long, et donc que l'on soit sur plutôt quelque chose qui vient accompagner, même si chaque mot après peut être... Voilà, sur une année, voire sur 2. Et donc je redis ce que je disais tout à l'heure, est-ce que les stagiaires, par le fait qu'ils ont un mémoire à faire, qu'ils sont eux-mêmes accompagnés par l'ESP et d'autres formateurs, ne pourraient pas être une chance pour le collectif de travail, pour une formation sur un accompagnement plutôt long autour de problématiques de la situation professionnelle. Voilà un bloc. Un autre bloc serait, et il est absolument nécessaire de le prendre en compte pour ce que sont les enseignants du XXIe siècle, qui sont comme tous les autres gens du XXIe siècle, des gens qui ont envie de bouger. Nous avons besoin d'une formation continue, si on veut l'appeler comme ça, qui permette de développer des nouvelles compétences pour aller vers des nouvelles fonctions, voire des nouveaux métiers. Dans ce cas-là, on est plutôt sur une formation continue, qui est individuelle et nécessairement diplômante. Sur ces 2 volets-là, l'ESP est une chance. Et il y a, au-delà de ces 2 blocs-là, sûrement un certain nombre de, j'ai envie de dire petites, mais de situations personnelles, professionnelles, ponctuelles,
pour lequel l'employeur a besoin de venir apporter des réponses d'une adaptation immédiate à un changement de fonction, à un changement de contexte, à une difficulté personnelle. Et là, peut-être qu'on pourrait demander, en tout cas, à ce que l'employeur soit l'essentiel de celui qui s'occupe de ce besoin d'adaptation ponctuelle. Voilà, du coup, comment on essaie d'organiser cette question d'une formation tout au long de la vie, développement professionnel, par des entrées soit dues au contexte de travail, soit à des envies personnelles d'évolution. Et du coup, j'ai envie de faire une petite question de provocation, mais qui provoquera personne de ceux qui sont là. Mais est-ce que répondre aux exigences de nouvelles réformes, c'est quand même drôlement étrange que dans notre système éducatif, ce soit encore une autre catégorie et qu'elle ne fasse pas partie de la catégorie qui est répondre aux besoins de la situation professionnelle. Enfin, les réformes seraient censées être une forme de réponse dans le cadre des besoins de la situation professionnelle. Enfin, voilà, si on en est là, et on en est là, à devoir traiter les choses séparément, c'est bien que notre système réussit pas complètement, système du côté de l'employeur, dans le lâcher-prise et la confiance.